Merci pour cette magnifique introduction. J'aurais pas pu souhaiter une plus belle introduction. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup de m'avoir invité pour présenter cette conférence littérature et éducation à l'altérité. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici. Et pour répondre à la question qui m'a été posée, je suis ravie d'être à Abidjan. Voilà, c'est la première fois que je viens et j'espère avoir l'occasion de revenir de nombreuses fois encore pour pouvoir continuer à découvrir. Alors effectivement, on va essayer de voir ensemble pourquoi il faut éduquer à l'altérité et dans quelle mesure la littérature peut être un support pertinent d'éducation à l'altérité. Alors pour commencer, la base, qu'est-ce que c'est au final l'altérité ? Voilà. Alors, on pourrait y passer beaucoup de temps à essayer de le définir. Alors effectivement, on va aller rapidement. Je prends quelques jalons en fait, qui correspondent à certains éléments qui permettent de structurer cette définition de l'altérité, tout en sachant qu'il y en a d'autres, on pourrait en mettre plus, mais je pense que pour aujourd'hui, on va se contenter de cela. Alors, la définition la plus commune en fait, de l'altérité, celle qu'on va trouver si on ouvre un dictionnaire, c'est celle-ci, c'est la caractéristique de ce qui est autre. Mais alors, une fois qu'on a dit ça, en fait, on n'est pas beaucoup plus avancé. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est l'autre, au final? Alors, pour essayer de définir ce qu'on peut entendre par là, je vais mobiliser deux philosophes, rapidement. Le premier, c'est Paul Ricoeur, et le deuxième, c'est Emmanuel Levinas. Paul Ricoeur explique que ce qu'on peut définir comme l'autre, c'est effectivement ce qui est différent. Ça, on va dire c'est la définition qui nous vient peut-être le plus rapidement, mais ce n'est pas uniquement ce qui est différent, et c'est ça qui est très important. L'autre, c'est à la fois ce qui est différent et ce qui est semblable. Voilà. Et on a tendance à oublier ce pôle du semblable. Donc, finalement, s'intéresser à l'altérité, c'est s'intéresser à autrui, considérer à la fois, en même temps, en ce qu'il est proche et lointain de moi. Donc, en fait, c'est une dialectique, l'altérité. On est tout le temps en train de se demander en quoi la personne que j'ai en face de moi me ressemble, en même temps qu'elle diffère de moi. Et ce « en même temps », en fait, est vraiment fondamental. On peut aussi la résumer par une autre dialectique que vous avez peut-être déjà entendue, qui est la dialectique de l'universel et du singulier. Qu'est-ce qui fait communauté? Qu'est-ce qui est universel? Et une fois qu'on a reconnu des éléments universels, comment on peut aussi reconnaître des éléments singuliers? Alors ça, c'est la définition rapidement présentée de Paul Ricoeur, qui essaye de voir comment on va structurer notre relation à autrui. Et il y a une autre chose qu'on peut rajouter qui est intéressante, et c'est pour ça que j'ai mobilisé aussi un autre philosophe qui s'appelle donc Emmanuel Levinas. Levinas ajoute en fait que le mouvement dialectique de l'altérité n'est pas simplement à penser dans ce qui va fonder notre relation aux autres, mais aussi notre relation à nous-mêmes. C'est-à-dire l'altérité, c'est aussi quelque chose que chacun porte en soi. Et j'ai donc cité ici la fameuse phrase de Rimbaud, que sans doute vous connaissez. Rimbaud disait « je est un autre ». C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on a tous en nous-mêmes une part d'inconnu, une part d'altérité. Voilà. Donc, si on résume, par rapport à ces deux positions, l'altérité qui serait un mouvement de soi à soi et un mouvement de soi aux autres, et bien donc l'altérité, c'est au fondement de l'identité. C'est ce qui structure notre identité et le rapport que l'on construit à celle d'autrui. Alors, pourquoi est-ce que c'est important d'éduquer à l'altérité? Or, la magnifique introduction d'Ernest m'a beaucoup aidée, parce qu'effectivement, il a répondu en partie à la question. Merci. Voilà. Si on cherche à définir l'éducation, là encore, on peut donner beaucoup de définitions de l'éducation. J'en ai retenu une, ici. On peut la définir, finalement, l'éducation, comme
la construction d'un rapport à soi. Hein, c'est le fameux « connais-toi toi-même ». J'ai plus de son? Si, voilà. « Connais-toi toi-même » de Socrate. Et puis, l'éducation, c'est aussi la construction d'un rapport aux autres. Si je donne des exemples un peu concrets, lorsque on parle d'exercice de citoyenneté, de refus de la discrimination, de ce qu'on nommait tolérance, voilà, c'est la construction d'un rapport aux autres. Alors, évidemment, pour que cette construction d'un rapport à soi et cette construction d'un rapport aux autres puisse être efficace, il est indispensable de se penser soi-même et de penser les autres à la fois, justement, comme semblables et comme différents, c'est-à-dire accepter leurs différences, mais il ne faut pas que ce qui nous différencie soit quelque chose qui nous sépare radicalement. Donc, ce qui nous différencie, il faut l'accepter, mais il faut aussi chercher à voir ce qui nous rassemble. Alors, des petits exemples. Lorsqu'on réfléchit à la notion de patrimoine, c'est un terme qu'on retrouve dans les programmes, le patrimoine, on va penser à la dimension universelle. On va penser au patrimoine commun de l'humanité. Qu'est-ce qu'on a en commun? Par exemple, le conte. Le conte qui est un invariant anthropologique qu'on va retrouver dans toutes les cultures. Voilà. On peut aussi, et on doit, s'intéresser à la singularité des formes prises par les manifestations de l'activité humaine. Voilà, je paraphrase un peu pour ceux qui, ici, travaillent avec les programmes français, vous reconnaîtrez le domaine 5 du socle commun. Eh bien, si on prend les œuvres d'art, par exemple, c'est bien une forme de singularité, de subjectivité qui se manifeste. Donc, on va poser ce qui, dans la différence, va relier. Ce qui est important, c'est de prendre en compte aussi que l'altérité, c'est un va-et-vient, c'est une dynamique. Voilà. C'est-à-dire que cette prise de conscience du semblable, du différent, c'est pas quelque chose qui est fait une fois pour toutes. Voilà. On ne va pas poser les choses et puis se dire, bon ben maintenant, j'ai défini mon identité et ça bouge plus. L'identité, c'est pas figé. Donc, voilà, cette dynamique, elle va être constante. Donc, je vous renvoie notamment aux anthropologues, Laplantine et Lévi-Strauss, pour cette définition de l'identité comme dynamique. Et donc, dans ce cadre-là, l'éducation à l'altérité, c'est aussi une réflexion sur les identités. Vous voyez, j'ai fait exprès, je suis passée de l'identité à les identités, au pluriel. Alors, maintenant, j'en viens à la troisième partie de mon titre. Pourquoi la littérature est-elle un support particulièrement pertinent pour éduquer à l'altérité? Pourquoi? Alors, je vais revenir à un anthropologue, celui que j'ai cité tout à l'heure, qui s'appelle François Laplantine, qui a justement beaucoup étudié la littérature. Il s'est demandé, justement, pourquoi la littérature, c'était aussi important. Et quand il a étudié beaucoup d'auteurs, et donc ceux qu'il va citer ici, donc on va dire, là ici je cite les classiques de la littérature française, mais vous verrez tout à l'heure, je vais élargir mon champ de référence. Donc si on prend les grands classiques, Montaigne, Proust, Diderot, dans Jacques le Fataliste, qu'est-ce qui caractérise leur écriture, qu'est-ce qui caractérise leur pensée? C'est justement qu'ils sont toujours en train de dire qu'il est impossible de saisir et de fixer les limites de l'identité. Donc faire de la littérature, s'intéresser à la littérature, c'est finalement s'intéresser à cette constante dynamique, ce mouvement constant de la relation à soi et aux autres. Une autre chose qui est importante, vous vous souvenez, on parlait d'universel et de singulier. Eh bien, une œuvre littéraire, c'est l'universel et le singulier en même temps. Alors, pourquoi? Eh bien, comme vous le voyez ici, l'auteur, il va nous présenter une vision subjective du monde, il va nous présenter son point de vue sur le monde. C'est la raison pour laquelle, par exemple, à une même époque, vous pouvez avoir des auteurs qui vont produire des œuvres complètement différentes et un regard sur la société différent. Donc, on a cette dimension singulière. Mais on a aussi une dimension qu'on pourrait appeler référentielle.
c'est-à-dire qu'on est dans un ancrage particulier, historique, social, culturel. Donc, on a du global, si vous voulez. La littérature, c'est donc à la fois une vision globale et une vision particulière. Et enfin, quelque chose de très important également, donc là je vais citer un sociologue cette fois, un sociologue de l'art qui s'appelle Jean Duvigneau, qui a beaucoup travaillé sur les formes artistiques. Jean Duvigneau nous dit que toute forme artistique participe d'un processus de contamination. Et pour lui, c'est un sens positif. Donc je sais que le terme contamination en période Covid, ce n'est pas spécialement bien vu, mais voilà, là, dans ce cadre-là, c'est positif. C'est-à-dire que si on étudie les formes culturelles, on se rendra compte qu'il est impossible de remonter à une hypothétique source, qui serait la forme inaugurale dans toute sa pureté et qu'il ne faudrait surtout pas toucher et qui ne devrait surtout pas être mélangée à d'autres, parce que sinon, elle perdrait de sa cohérence. Parce qu'en fait, c'est impossible de remonter à la source. Voilà. À chaque fois qu'on va essayer de remonter, eh bien, on va retomber sur des influences. Voilà. Donc, il n'y a pas, en fait, de forme culturelle pure, et toute forme culturelle est l'aboutissement de circulations qui sont plus ou moins visibles, effectivement, plus ou moins explicites. C'est vrai qu'on ne connaît pas tout sur toutes les cultures, donc on n'est pas forcément capable de savoir quelles sont les influences. Voilà. Et effectivement, aussi, ces contaminations ne sont pas toujours conscientes. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la littérature, comme œuvre d'art, elle participe à ce processus de contamination qui permet les échanges perpétuels. Alors, comme je n'ai pas énormément de temps et que je voulais aussi rentrer un petit peu dans le concret, je me suis demandé qu'est-ce que je pouvais vous donner comme exemple. Et je me suis dit que finalement, puisque j'étais ici à Abidjan, ça pouvait être intéressant de parler de littérature francophone. Voilà. Donc, à prendre quelques exemples dans ce champ. Alors, qu'est-ce qu'on entend déjà par francophonie ? Je vais aller très vite, parce que là aussi, on pourrait y passer du temps. Donc, on peut rappeler que c'est un terme qui apparaît au XIXe siècle sous la plume d'un géographe qui s'appelait Élisée Reclus, pour désigner l'ensemble des personnes et des pays utilisant le français. Donc, le sens actuel qu'on va explorer s'est forgé au cours du XXe siècle. Mais ce qu'il faut rappeler, en tout cas, ce qui est important, et ce qu'on a peut-être tendance à oublier en France, c'est que la francophonie, ce n'est pas une invention de la seule France hexagonale. Au contraire. Alors, il y a deux actes fondateurs. 55, création d'une communauté des radios publiques francophones, avec Radio France, Radio Suisse romande, Radio Canada, Radio belge francophone. Et en 60, la création de la Confémen, la conférence des ministres de l'éducation des pays africains et malgaches d'expression française. Et donc, on voit bien que dès le départ, l'empan géographique et culturel de la francophonie est très large et pluriel. Et donc, on est bien dans une identité dynamique, non figée, mouvante. On est bien au cœur de la question de l'altérité. Alors, qu'est-ce qui caractérise les identités francophones? Mais c'est justement la multiplicité, la variation. C'est le contraire, en fait, d'une identité culturelle et linguistique qu'on pourrait dire essentialisée. Essentialisée, ça veut dire qu'on a décidé que c'était comme ça, une fois pour toutes, et que ça n'allait plus jamais bouger. Et si on s'intéresse aux penseurs de la francophonie, et notamment aux auteurs de littérature francophone, on se rendra compte que ce sont des penseurs de l'ouverture, de la circulation des langues, de la circulation des identités et des cultures. Et donc, ce sont des penseurs de l'altérité. Donc, je vais vous donner deux exemples. J'ai pris un auteur connu qui s'appelle Édouard Glissant, qui écrit en contexte caraïbe, et qui a beaucoup réfléchi sur la question d'identité. Et lui, vous voyez, il a développé un concept, celui de identité-relation. C'est-à-dire qu'on ne peut penser l'identité que dans ce mouvement qui nous porte finalement vers autrui. Et aussi à l'intérieur de soi. C'est-à-dire que ce qui
caractérise notre identité, c'est le fait qu'on est tout le temps en mouvement, tout le temps en train d'articuler des expériences et des ancrages différents. Et c'est pour ça qu'il parle de pensée archipélique. Vous savez, un archipel, c'est un ensemble d'îles. Il s'oppose à une forme de territorialisation en fait, de l'identité. Donc plutôt des îles qu'on va relier entre elles. Voilà. Et donc il refuse les assignations identitaires, il parle de pensée de l'errance aussi. C'est ça qui est intéressant. Donc on est toujours dans cette idée de dynamique, et vous voyez, on est fixé vraiment nulle part. Il parle aussi d'ambiguïté et de non-certitude. Alors ce qui est intéressant, c'est que si on arrive ici en Afrique, on peut citer, alors il y a énormément de penseurs de la francophonie en Afrique, donc on ne pourrait pas tous les faire. J'aimerais citer Achille Mbembe, parce que dans un de ses essais pour définir l'Afrique, il mobilise un concept intéressant qui est celui de circulation des mondes. Voilà, ça me semble particulièrement intéressant, et vous voyez, j'ai extrait quelques termes qui me paraissent être vraiment des termes clés de sa pensée, comme la déclosion, qui est le contraire d'être enfermé sur soi, la rencontre d'intelligibilités différentes, et il parle aussi d'une pensée monde. Et on est vraiment, vous voyez, identité-relation. Édouard Glissant ici parle de tout monde. Ici, on a pensée monde. On voit bien en fait que, quel que soit leur ancrage géographique, les penseurs de la francophonie construisent une pensée monde, voilà, qui est une pensée de la traversée, et pas une pensée fixée. Donc, si on résume, on pourrait dire que la littérature francophone, elle permet une forme d'unité de conception de l'identité, voilà. Mais cette unité de conception de l'identité, c'est un va-et-vient, c'est quelque chose de dynamique. Ils sont tous d'accord pour dire que finalement, on ne peut pas définir l'identité de manière figée. Donc l'espace de l'expérience, le lieu commun qu'on habite tous ensemble, on a tous le même lieu commun en fait, qui est le monde, et on a un peu tendance à oublier qu'on a tous un même lieu commun. Il y a aussi, pour chacun, pour chaque subjectivité, pour chaque individu, il y a le lieu d'où je suis, le lieu où je suis maintenant, mais il y a aussi le lieu d'où je viens, les lieux d'où je viens. Il y a aussi le lieu où je pense que je vais aller. Et peut-être que finalement, ce n'est pas là que j'irai, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est celui où je pense que je vais aller. Il y a aussi la représentation que je construis de tous ces lieux. Et tout ça, ça fait une infinité de lieux, en fait, et une infinité de relations. Alors, je vais vous donner un exemple final, et puis après, on pourra discuter. Enfin, deux exemples qui me semblent intéressants, donc qui sont peut-être plus accessibles au lycée et au collège. Donc, j'ai aussi des exemples pour l'école primaire, d'ailleurs, parce que je vois qu'il y a les étudiants du master EFE qui sont là. On en a discuté hier matin, des exemples sur le primaire, donc elles pourront nous en parler si elles le souhaitent. J'espère qu'elles le feront. Voilà. Alors, par exemple, comment on repense les identités, l'altérité avec les auteurs de la francophonie. Je pense à Léonora Miano, par exemple. Et, alors, ce n'est pas la seule à avoir développé ce concept, mais le concept d'Afropéa. Donc, c'est à la fois l'Europe et l'Afrique, pour désigner finalement un nouveau lieu qui se construit. Et je pense aussi à son nouveau roman, celui qui est sorti en 2019, donc elle en a sorti depuis, mais celui-ci me semble particulièrement intéressant dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, Rouge impératrice, où elle pense l'inversion de l'émigration. C'est un roman d'anticipation, en fait, où les sinistrés de la vieille Europe, qui sont descendants d'émigrés qui ont quitté la France au XXIe siècle, parce qu'en fait, ils pensaient qu'il y avait trop de migrants en France. Donc, comme il y avait trop de migrants en France, ils ont décidé de partir et d'aller s'installer ailleurs. Et finalement, ils trouvent refuge en Afrique, dans un continent qui est unifié et prospère, et ils vivent un peu entre eux. Et on va dire, un des fils de Rouge impératrice de ce roman, c'est de se demander, est-ce qu'il faut expulser finalement ou pas ces immigrés, ces descendants de Français qui ne voulaient pas finalement se mélanger, qui sont ici et qui
finalement ne veulent toujours pas se mélanger, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, une réflexion intéressante. Et donc c'est un roman magnifique. Si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille. Alors, ce qu'on peut faire aussi, et je vais finir avec ça, c'est s'intéresser à la façon dont la littérature permet vraiment de penser le rapport à l'altérité dans des petites choses. Alors, les petites choses, ce n'est pas forcément négatif. Ici, c'est de dire on peut partir d'une petite forme, un petit poème. Et donc ici, vous avez sous les yeux un poème d'un auteur mauritanien qui s'appelle Bios Diallo, donc un grand poète contemporain qui est vraiment très connu en Mauritanie et qui a écrit beaucoup à propos de la guerre civile qui a eu lieu en Mauritanie, qui voilà, aujourd'hui n'est encore pas forcément toujours pensée comme guerre civile, en tout cas qui ne prend pas ce nom-là. Et donc il a passé un certain temps en exil à Paris. Et donc il a écrit plusieurs poèmes, en voilà un. Donc je peux vous lire, alors je ne suis pas très douée pour lire les poèmes, mais c'est pas grave, je vais vous lire quand même. Sur le sable mou du désert, je chasse les vents ouverts, sur le vide des sanglots, pour l'odeur sainte d'espoir. Il pleut de jour, comme de nuit. Ah, on n'est pas en Côte d'Ivoire, sauf en saison humide. Et je chante le cœur incendiaire pour demain, soir de tous les possibles. Alors il est en exil, il espère retourner dans son pays, il espère qu'il va y avoir la réconciliation entre les différents peuples. Donc, on a un contexte géographique, vous voyez, particulier, c'est le désert, c'est spécifique. On a l'expérience personnelle de l'exil de l'auteur, on a un ancrage historique et social vraiment spécifique, donc on pourrait dire on est vraiment dans le singulier. Mais, et on va le voir, on a une portée un peu universelle du symbolisme quand même ici. On a l'expression d'une mélancolie dans laquelle tout lecteur peut potentiellement se projeter. Et on a aussi l'investissement d'une forme littéraire et d'un genre, le genre poétique, et une forme spécifique. C'est pour moi, voilà, la manifestation d'un principe qui est celui de la contamination artistique. Voilà. Alors c'est parfaitement subjectif, puisqu'on a bien vu, la question de l'altérité, c'est aussi le rapport de soi à l'autre et de soi à soi. Donc vous verrez pas la même chose que moi, peut-être, mais justement, moi, je vais vous montrer ce que j'ai vu. Ce à quoi ça m'a fait penser. Donc, on parle souvent de sujet lecteur, voilà, en didactique de la littérature. Donc là, je ne vous ai pas trop parlé de didactique, mais je fais aussi de la didactique à mes heures perdues. Et donc, en didactique de la littérature, on parle justement de lecture subjective, d'implication de l'élève comme sujet lecteur. Voilà. Donc comment, finalement, toutes les potentialités de l'émotion, de la représentation, on va s'en servir au service du sens de l'œuvre littéraire. Alors voilà à quoi ça m'a fait penser quand j'ai lu ce poème de Bios Diallo. Moi, j'ai pensé à Chanson d'automne de Paul Verlaine. Alors, j'aurais aimé rencontrer Bios Diallo pour lui demander si, effectivement, il avait pensé à ce poème, si ça l'avait inspiré ou pas du tout, si c'est finalement mon propre regard subjectif, mais en tout cas, je trouve qu'il y a beaucoup de liens. Et même si ça ne l'a pas inspiré, s'il ne l'a jamais lu et qu'il ne connaît absolument pas ce poème, ça n'en est pas moins intéressant, puisque ça permet de voir une forme d'universalité, de circulation, en fait, de sensations, de sentiments, de formes. Voilà. Donc, on retrouve une même façon d'écrire, la ponctuation, on peut parler de la forme. Voilà, on pourrait faire une analyse stylistique des deux poèmes, ce que je ne ferai pas, puisque ce n'est pas ce qu'on m'a demandé. Et donc, on retrouve les violons, on retrouve les sanglots. Bon, voilà, je vous laisse méditer sur la question, me dire ce que vous en pensez. Donc, voilà comment on peut travailler sur l'éducation à l'altérité avec la littérature. On peut aussi prendre des petits poèmes, les faire lire aux élèves et leur demander de les mettre en relation. Voilà, maintenant je vous laisse faire. C'est à vous. Merci de votre attention.
Merci à l'assistance qui, de façon systématique, a apprécié la conférence de Magali Janel que nous allons ovationner encore. Merci beaucoup. Littérature et éducation à l'altérité. Alors, je vous ai vu prendre des notes et cette fois-ci, j'ai fait appel au Secret Service, à la NASA et à moi-même, parce que j'ai une licence en surveillance. On a vu tout à l'heure l'intelligence artificielle avec Julie. Je me suis fait former et j'ai vu ceux qui ont pris des notes. Ça veut donc dire que nous allons ouvrir la phase des discussions. Je vous rappelle que vous pouvez prendre la parole, c'est le principe, soit pour faire des contributions, soit pour poser des questions. D'accord? Alors, comme à mon habitude, j'ai encore des sacs ici, ici. J'ai des sacs. Voilà. Comme à mon habitude, les deux premières questions seront recommencées. Ouh là là, dans le fond. Oui, avec énergie. Ah, d'accord. J'ai beaucoup apprécié votre travail. L'altérité, vous avez parlé de littérature, vous avez parlé de Jean Duvigneau, qui est aussi dans le sport aussi, il me semble. Oui, il est dans beaucoup de choses. Voilà. Mais je voulais vous demander, est-ce que vous connaissez Johan Huizinga? Non, alors justement, allez-y, parlez-nous. Bon, Johan Huizinga, c'est un Néerlandais, paix à son âme, il est mort en 1945, il a travaillé sur le jeu. Et il a travaillé aussi sur la Renaissance. Exactement, comme historien. Et ce que je voulais dire, c'est que le professeur me dit que dans la littérature, en fait, il n'y a pas de culture. En fait, il parlait de la culture. Il n'y a pas de culture pure, selon Duvigneau, non. Par contre, vous imaginez, on est ici, on essaye d'écouter quelque chose, on essaye de jouer au jeu, pour poser des questions, on essaie de se mettre en relation avec elle. Vous voyez, non. La vie, c'est un jeu, en fait. Si vous restez ici en Côte d'Ivoire durant 5 ans au moins pour comprendre comment les gens fonctionnent ici, là, ici, c'est le jeu, c'est le théâtre. C'est pas la littérature, franchement. C'est comment on va répondre à l'autre, comment on va sortir du piège qu'on nous a posé. Chaque culture se fait dans le jeu. Vous nous avez proposé la littérature pour nous dire comment les gens ont joué, comment ils ont voulu éduquer leurs enfants pour qu'ils apprennent cette littérature et qu'ils jouent à leur tour pour se défaire des problèmes qui seront dans leur vie. Même quand je lis, je suis dans moi-même. Vous avez parlé qu'il y a un autre et que je découvre quand je lis. Et de la même façon ici, quand je vis avec les gens, je me découvre aussi un autre moi-même. Vous voyez, on n'est pas obligé de lire, mais on peut lire avec les gens dans le mouvement, dans la circulation que vous avez si bien dit. Vous êtes d'accord? C'est ça? Alors non, ça non. On est obligé de lire pour le faire. Et on peut lire aussi. Voilà, c'est ça que je dis, on peut lire aussi. Ça, c'est une autre culture. Parce que vous avez dit que chaque culture se fait, se défait et continue. Il n'y a rien qui s'arrête. Il n'y a rien qui est pur. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avant de naître sur cette terre-là, le jeu était déjà là. Et nous devons rentrer dans le jeu pour jouer notre partie. Mais comment on va jouer? Le théâtre, c'est aussi, ça peut être aussi de la littérature. Alors, c'est pas écrit pour être lu, a priori, c'est pas fait pour être lu, puisque à la base c'est de l'improvisation, mais voilà. On peut aussi le lire. Donc finalement, c'est une bonne idée de travailler sur le théâtre. Je ne sais pas si vous avez entendu dernièrement la personne qui est venue chez nous dans mon village, à la Panda, qui a fait un film parce que la mère est en train de manger nos terres. Et il a pris une seule actrice qui s'appelle Marie quelque chose et il l'a appelée Aya. Mais il dit, mais Aya n'a jamais fait de théâtre dans sa vie. Mais on dirait qu'elle en a tout le temps fait dans sa vie. Vous voyez? Donc ici, on joue la vie. On imite, on joue pour pouvoir, comme on appelle ça, vivre le mieux possible sa vie. Et puis quand on tire sa révérence, on a joué sa partie. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous avez noté dans le discours de notre intervenante les traits du français ivoirien? Voilà. Et elle a postposé beaucoup le là. Oui, là. Oh là là, est-ce qu'on peut. Voilà. En tout cas, la dernière, il n'y a pas de. C'est propre, c'est zo. Zo dans le carton pour déposer. Très bien. Alors, on parle les Français en Côte d'Ivoire, d'accord?
chacun à découvrir, à comprendre pour l'accepter, et non comme l'autre, comme une cible, comme quelqu'un, un adversaire à combattre. Est-ce que dans vos salles de classe, les maîtresses qui sont ici avec nous, les enseignants, les étudiants, est-ce que dans vos salles de classe, vous avez été confrontés directement ou non à ces problématiques? J'ai bien envie de donner la parole à Céline Desbos, qui est la directrice du pôle français de l'Institut français. Je la connais et je sais que le sujet lui tient à cœur. Et vous avez justement cité Achille Mbembe, c'est un auteur qui adore. Céline, désolé que je vous donne le micro. Merci, si je voulais passer incognito, je crois que c'est pas possible. Je suis effectivement responsable du pôle français à l'Institut français de Côte d'Ivoire. On enseigne le français, mais comme langue étrangère, donc avec un public hétérogène qui est de nationalités différentes et qui, de fait, découvre l'autre, découvre d'autres cultures. On a souvent, dans un groupe de 10 personnes, 10 nationalités différentes. Donc c'est vrai qu'on est plutôt dans une approche culturelle, moins littéraire, mais ce qui nous interpelle à chaque fois, c'est que enseigner l'autre, ou du moins aller vers la connaissance de l'autre, ça demande une certaine préparation, ça demande d'aplanir le terrain. Je me posais la question, et Ernest l'a vu dans mes yeux interrogateurs, justement s'il ne fallait pas un préalable à cet enseignement de l'altérité, ou du moins sensibilisation à l'altérité, un préalable autre que littéraire pour aborder le thème. Alors, en fait, ça dépend, je pense, effectivement, de ce qu'on recherche. Pour les niveaux qui sont vraiment débutants, je pense qu'effectivement, notamment quand on enseigne le français langue étrangère, on va plutôt se baser sur les représentations, sur les stéréotypes, en fait. Et il y a beaucoup de didacticiens de l'interculturel qui préconisent, en fait, une entrée par les stéréotypes, de dire, bon, ben voilà, en gros, à quoi ça vous fait penser, Paris, la Tour Eiffel, bon. Et on peut rentrer par ça aussi pour poser des catégories, avec l'idée qu'une fois qu'on a posé ces stéréotypes, il faut surtout se demander comment les déconstruire. Mais on peut commencer par ça. Après, on peut utiliser aussi des formes littéraires qui sont des formes brèves, qui ne sont pas forcément des formes complexes. Là, par exemple, le poème même de Verlaine que j'ai proposé, il n'est pas complexe dans la syntaxe, en fait. Donc, voilà, effectivement, on ne va pas commencer par lire un roman en langue étrangère, mais on peut partir de petites formes. On peut aussi partir, alors si on donne concrètement, on peut partir d'expériences littéraires. Alors, Madame tout à l'heure parlait du théâtre, voilà, faire jouer les élèves, les apprenants justement, ça peut être intéressant. Et on peut aussi partir de jeux poétiques, hein, comme le surréalisme, les Kadravetzky, des choses comme ça. Donc, je pense qu'effectivement, vous avez raison de dire qu'on peut pas, voilà, on ne va pas commencer avec la comédie humaine, ça c'est pas tout à fait possible. Mais contrairement à ce qu'on pense, les supports littéraires peuvent être finalement faussement simples, c'est-à-dire que linguistiquement ils sont simples, mais ils permettent quand même voilà, de se poser des questions. Donc voilà, j'ai fait une réponse de Normande, d'où je viens. Merci beaucoup. Une autre question, une autre contribution, les experts du CDP. Monsieur l'inspecteur de l'éducation primaire, aujourd'hui c'est ciblé, hein? Si je te connais, je t'interroge. Alors, Magali, j'ai une question. Est-ce que pour éduquer à la prise en compte de l'altérité, ou pour éduquer à l'altérité, on doit commencer d'abord par le choix des textes à étudier ou par le contenu disciplinaire? Alors, je pense qu'il faut... le choix des textes à étudier, il dépend aussi du niveau visé. Voilà, ça c'est clair. Après, je pense qu'il faut plutôt se demander ce qu'on cherche à déclencher. Donc, par exemple, si on cherche à déclencher un questionnement sur soi, hein, ça peut être assez simple. Alors, il y a un dispositif que vous connaissez, alors,
celui du portrait de langue, je pense que vous l'avez vu, hein, là ici au CDP je l'ai vu, c'est-à-dire demander à chaque élève quelle langue il parle, et puis à partir de là écrire un petit texte pour expliquer quelle langue, quelle couleur il donnerait à quelle langue et quelle partie du corps il pourrait la mettre. Voilà. Donc on est déjà dans une première petite écriture de soi. Hein, voilà. Donc ça peut être un préalable en fait. Je pense qu'il faut d'abord, on va dire, amener les élèves à se poser des questions sur eux-mêmes. Et une fois finalement qu'on s'est rendu compte qu'on est soi-même pas si figé, essentialisé que ce qu'on croyait, et qu'on se pose en fait beaucoup plus de questions qu'on a de réponses sur ce qu'on est, on est prêt. Donc vous allez laisser elle se rendre. Bon, l'appétit vient en mangeant. Alors, je pense que j'ai participé à un atelier durant cette journée, et nous avons parlé de coéduquer avec les parents, pour dire que l'école est un projet collectif. Selon ce que vous expliquez, quand l'enfant vient à l'école et que l'enseignant fait l'effort de l'éduquer à accepter l'autre, et qu'il va à la maison, je ne veux pas justifier les pratiques, mais que le discours familial va à l'encontre de ce qui est dit à l'école, comment l'enfant arrive à se positionner par rapport à ces deux discours qui ne vont pas dans le même sens? Peut-être que Pascal Toscani pourrait dire quelque chose aussi, parce qu'on ne sait pas. Voilà. En tout cas, je lance la question. Merci. J'ai envie de dire que ça dépend de la nature du décalage. C'est-à-dire que si on peut avoir des décalages culturels et en fait les élèves peuvent très bien comprendre qu'on va agir d'une façon à la maison et d'une autre à l'école. Ça, il y a des choses qu'on a le droit de faire et des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Donc là, si le décalage, c'est un truc très simple, hein, j'ai le droit de manger à l'heure que je veux à la maison et pas à l'école. Si c'est des décalages de cet ordre-là, je pense que c'est pas compliqué à gérer. Après, il y a des décalages qui sont excessivement compliqués et je pense que ça peut déborder du cadre de compétences de l'enseignant. Si un élève lui dit moi je pense que telle population il faut les exterminer, c'est compliqué, oui c'est sûr, et là il y a un vrai problème, mais je pense que mis à part finalement expliquer, le rôle de l'enseignant c'est finalement d'argumenter et d'essayer de convaincre quand l'écart est trop grand, c'est ce qu'on a à gérer tous les jours, quoi. Donc là j'ai pas vraiment de réponse, j'ai pas de méthode miracle. Non. Merci beaucoup. Je vous retourne la parole, cher public. Est-ce que vous, dans vos expériences, parce qu'en Côte d'Ivoire, souvent, quand vous arrivez à la maison, le père de famille dit, l'enfant est bien dit, c'est maîtresse qui a dit. Il dit, monsieur a dit, on n'a qu'à faire ça. Et le père de famille dit, ça c'est ton maître qui a dit, ici c'est moi le chef qui fait ça. Est-ce que vous avez déjà vécu ça en rapport avec ce que la conférencière dit? Qui a envie de raconter une expérience dans ce sens? Qui veut nous faire un témoignage dans ce sens? Vous avez reçu l'information à l'école, elle vous semble bonne et applicable, et quand vous voulez l'appliquer à la maison, on vous dit, ça c'est à l'école là-bas, ici c'est moi le chef. C'est pour lancer le débat. En attendant de trouver la question, oui. Alors, dans la littérature africaine, je parle de la littérature ivoirienne, et c'est souvent une littérature très engagée. Et quand je parle de littérature engagée, très souvent on ne fait pas l'apologie de l'Occident. Voilà, on ne fait pas l'apologie de l'Occident, mais on a des mots durs en lien avec la colonisation et tout ce qu'on sait. Est-ce que cette littérature-là, elle peut aider à éduquer à l'altérité? Parce que ces jours-là n'ont pas disparu. On a encore l'espèce des indépendances d'Amadou Kourouma, et ainsi de suite. Oui, bien sûr, elle a toute sa place. C'est-à-dire qu'il faut essayer justement de donner la voix à tous et d'essayer de comprendre ce qui s'est passé de chaque côté. Donc bien sûr qu'elle a sa place. C'est important. C'est important, par exemple, aussi en France, de proposer de la littérature francophone aux élèves pour les amener à réfléchir sur ce qui s'est passé, même si effectivement les élèves d'aujourd'hui ne portent pas la responsabilité de ce qui s'est passé. Par contre, c'est important qu'ils connaissent ce qu'il s'est passé,
parce qu'il faudrait essayer de construire un autre monde ensemble. Donc ça passe par là aussi. Enfin, voilà. Ce sera ma dernière question. Dans une œuvre poétique comme Chant d'ombre de Senghor, quand il dit femme nue, femme noire, vertu de ta couleur qui est vie, de ta forme qui est beauté, j'ai grandi à ton ombre et la douceur de tes mains bandait mes yeux. Ça, il fait des éloges de la femme noire. Est-ce qu'on peut dire à travers cette littérature, Senghor se met dans une perspective d'éduquer l'autre, on va dire, à accepter la femme noire et non pas à adopter face à une posture raciste comme ça a souvent été le cas et la culture aux États-Unis le démontre bien. Je pense que oui, entre autres, mais je ne suis pas spécialiste de Senghor, mais c'est quand même le poète de la négritude et de la défense en fait. Donc il faut aussi se placer dans le contexte. Je crois savoir qu'aujourd'hui les écrivains postcoloniaux ne renient pas du tout Senghor, mais partent du principe que c'était une étape et qu'aujourd'hui on doit poursuivre en fait la réflexion. Donc sur la question de l'esthétique, de la défense de l'esthétique, de la négritude, je suis d'accord avec vous. Je pense qu'il n'y a aucune raison de ne pas étudier ces poèmes. Après, c'est une façon en fait de défendre la francophonie, c'est une façon de défendre l'identité africaine. Voilà, et il y en a d'autres aujourd'hui, je pense. Tous les auteurs francophones d'aujourd'hui ne se reconnaissent pas forcément dans Senghor, mais c'est de toute façon un fondateur, c'est clair. Merci beaucoup. Alors, une question, oui, une contribution peut-être. Alors, chers enseignants, chers participants, on vous pose la question et on va répondre d'abord, on finit la conférence. Comment vous faites pour sensibiliser à la prise en compte de l'altérité? Comment vous faites pour apprendre à vos élèves à accepter l'autre dans vos différentes salles de classe? 2 témoignages et nous allons demander à notre conférencier de rejoindre sa place. Allez, qui veut prendre la parole en premier? Je sens qu'une maîtresse veut me parler. Oh, ma boule de cristal. Bonsoir à tous, je suis d'être à professeur de littérature au lycée d'Hermose. En plus. Nous avons plusieurs nationalités ici dans notre lycée. Et au lycée, à partir de la classe de seconde principalement, depuis quelques années, nous avons lancé ce qu'on appelle un concours d'éloquence. Et en général, nous choisissons des thèmes qui sont centrés autour de l'autre, de la réflexion et de la découverte d'autrui. L'année dernière, nous avions donc ce discours-là sur différents thèmes, la condition de la femme, le harcèlement. Donc les élèves de seconde travaillent à cela et après on monte en première, en terminale avec ces thèmes-là. Je pense que c'est un moyen pour les élèves de se découvrir en même temps qu'ils travaillent sur toutes les questions de rhétorique et cela permet aussi de... Je repensais à ce que vous disiez tout à l'heure à propos de la littérature. C'est vrai qu'au fil du temps, on ne va pas forcément étudier Senghor tous les jours, quoique nous en parlons, nous ici à Mermoz, dans nos programmes, on introduit des éléments de la littérature francophone. Mais pour parler par exemple de l'autre, on a travaillé sur Petit Pays, tous ces textes qui parlent du génocide. On va ouvrir des pistes de réflexion proposant des lectures aux élèves qui vont aller chercher eux-mêmes sur des sujets et puis on fera des débats, des ateliers, des cafés littéraires en classe où chacun va aborder des sujets, des expériences. Et à l'occasion de la journée de lutter contre le harcèlement, c'est aussi une opportunité pour nous ici, au sein de l'établissement, d'aborder ces questions pour amener les élèves à ne pas avoir peur de se confier, de dire ce qu'ils ont vécu quand ils sont par exemple harcelés. C'est vrai que ça n'arrive pas forcément tous les jours, mais il y a forcément des cas. Et l'autre, je pense que c'est, comme la conférencière a dit, c'est un champ qui est très vaste. Et amener les élèves depuis les petites classes, la maternelle, à travers de petites lectures, des comptines, à savoir qu'il y a des personnes qui sont comme elles et qui sont peut-être différentes, mais si semblables. Et ce sont des choses qu'au fil du temps,
ils finissent par intégrer, quoique les cultures soient peut-être différentes, mais ça a aussi une source d'enrichissement. Et donc je pense que c'est au quotidien que se construit la prise en compte de l'autre. Et c'est forcément long, mais on finit par y arriver, je pense. Je vous remercie. Magali, commentaire? Bon, j'ai envie de dire bravo. Ce sera mon commentaire. Merci. Alors, nous avons un inspecteur de l'éducation primaire que j'aime bien et que je connais bien. Alors, pour vous qui visitez souvent les salles de classe, vous rencontrez des enseignants au profil varié, comment vous faites? Est-ce que d'abord dans vos observations, ce sont des critères dont vous tenez compte? En fait, on veut savoir comment ça se passe. Parce que j'ai vu une jeune dame derrière et elle a pour ambition de devenir enseignante. Donc on va commencer à la sensibiliser. On ne sait jamais. Ok, merci. Je pense que c'est, je dirais même l'essence même de l'apprentissage. Parce que si dans une classe, les élèves ne s'affectent pas un peu, vous verrez que ça sera difficile. Donc c'est pour cela il est très conseillé de pratiquer les travaux de groupe qui font partie effectivement de la stratégie pédagogique. On demande aux enfants de se mettre ensemble et construire l'apprentissage. Donc on connaît bien tous la dynamique du groupe. Au début, ce n'est pas facile pour que les enfants puissent l'accepter parce que là, il y a des échanges et tout ça. On vient d'origines différentes, on n'a pas les mêmes appréhensions, donc c'est difficile. Donc comme nous le savons, dans la construction d'un groupe, ça passe par des étapes. D'abord, l'enseignant leur demande de se mettre en groupe et ensuite, il y a des idées divergentes. Et après, il y a la construction du savoir, il y a l'acceptation des différentes personnes, des élèves entre eux qui s'acceptent. Et puis après, ils construisent des apprentissages, c'est-à-dire qu'il y a de la production. Et enfin, il y a la dislocation du groupe, parce que lorsque les activités sont déjà présentées, alors le groupe meurt. Donc, vous dire que c'est assez important le fait que les élèves puissent se connaître. Et ça permet aussi à l'enseignant, je dirais, de mieux connaître aussi ses élèves. Voilà, donc on insiste beaucoup là-dessus. Voilà, pour que les apprentissages soient bien fixés. Je vous dis merci et je remercie la conférencière qui a vraiment élucidé beaucoup de zones, voilà, à travers la qualité de son travail. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Et c'est vrai que la coopération, c'est une éducation à l'altérité. Vous avez raison. Effectivement. Et je remercie Julie parce qu'elle en a parlé la dernière fois et on a beaucoup appris. Merci beaucoup. On va donc conventionner tous les experts du CNP, tous les formateurs. Et profiter de l'occasion pour témoigner encore de notre gratitude à Magali Janet, avec qui nous avons appris comment éduquer à l'altérité nos publics scolaires. Magali Janet.